La double poussée. Débutons donc avec la double poussée. Cette technique, en plus d'être fondamentale à toute bonne technique de patinage, est utilisée en biathlon lors des départs de masse et en début de descente lorsque la pente est douce. La double poussée se divise en deux phases, la propulsion et le glissement libre. La phase de propulsion commence avec le piquage des bâtons et finit avec l'extension complète des bras et compte pour environ 40% du cycle. La phase de glissement libre commence à la fin de la poussée et se termine avec le piquage des bâtons. Voyons maintenant en détail chacune des phases de cette technique. La propulsion, c'est l'énergie développée par les hanches, les abdominaux et les bras qui fera glisser les skis vers l'avant. Tout d'abord, les bâtons sont plantés vers l'avant, les paniers devant la fixation avec un angle de 80 degrés entre la neige et le bâton. De cette façon, le centre de gravité du skieur est élevé devant les orteils et son poids repose sur les bâtons. Dans cette position, les hanches du skieur sont alignées avec les fixations du ski. Les bras sont étendus vers l'avant avec un angle au coude, soit entre les avant-bras et les bras de 110 degrés, et à l'épaule, soit entre le bras et le torse de 85 à 95 degrés, selon la longueur des bâtons. Ces angles doivent être maintenus pendant la phase initiale du mouvement, et les mains sont juste au-dessous de la hauteur des épaules. Les hanches sont relativement droites, les genoux légèrement fléchis. L'angle à la cheville entre le corps et les skis est d'environ 80 degrés. Voyons maintenant notre athlète de face. Observez la position des mains légèrement à l'extérieur des épaules. Une fois que l'athlète a piqué ses bâtons, il retient son souffle et fait une contraction puissante de ses abdominaux et des muscles fléchisseurs de la hanche. Ceci, combiné à l'effet du poids du corps et au blocage des articulations des bras, provoque un glissement rapide des skis vers l'avant. Les seules articulations qui bougent sont les hanches et le bas du dos. Une fois le mouvement amorcé, le skieur expire tout au long de la descente du tronc. Lorsque la flexion du tronc est presque terminée et que le bras est en position verticale, alors débute l'extension de l'épaule qui ajoute la force des bras au mouvement, lorsque les mains du skieur sont de chaque côté du corps. L'extension du coude débute jusqu'à une extension complète des bras derrière le corps pour former une ligne droite avec les bâtons. L'extension du coude est accompagnée d'une légère flexion des genoux et d'un balancement vers l'arrière des chevilles, de façon à ce que les hanches finissent bien en arrière des talons. Le gros du travail est maintenant fait. Débute ensuite la phase de glissement qui consiste à revenir avec fluidité à notre position de départ en glissant et en minimisant les mouvements des bras et du tronc. Ainsi, les coudes sont fléchis et les mains sont ramenées de chaque côté du corps. Les bras sont ensuite relevés en même temps que le tronc dans un mouvement linéaire. L'athlète doit inspirer tout au long de cette phase. Lorsqu'on enseigne un mouvement, il est préférable d'y aller de façon progressive. Voici les étapes ou progressions suggérées pour l'enseignement de cette technique. Étape 1. Débuter en simulant sans bâton le mouvement du tronc et des hanches en insistant sur la position des diverses parties du corps et en précisant l'ordre des mouvements. Étape 2. Continuer en simulant sans bâton le mouvement des bras en insistant sur la position des diverses parties du corps tout en précisant l'ordre des mouvements. Étape 3. Finalement, simuler sans bâton l'ensemble des mouvements en insistant toujours sur la position des diverses parties du corps et en précisant l'ordre des mouvements. Étape 4. Pratiquez ensuite seulement le mouvement vers l'avant et le piquage des bâtons. Faites cet exercice devant un mur ou devant un partenaire afin d'éviter de tomber. Étape 5. Maintenant que l'athlète sait piquer ses bâtons, nous pouvons maintenant pratiquer le travail du tronc et des hanches. L'athlète doit garder les bras bien tendus et conserver l'angle des épaules et des coudes. Étape 6. À partir de la position tronc fléchi, demandez à l'athlète de ne faire que les mouvements des bras. Étape 7. Faire exécuter l'ensemble du mouvement d'abord au ralenti puis à vitesse normale. Surveillez l'enchaînement du mouvement.
Étape 8. Divers jeux ou activités peuvent être proposés pour maximiser la puissance. Afin de mieux faire prendre connaissance de l'importance de travailler fort des deux bras, on fait le mouvement avec un seul bras et ensuite avec l'autre bras. On peut alors comparer les résultats. On peut aussi calculer le nombre de poussées nécessaires pour franchir une distance ou la distance parcourue avec une seule poussée. Une fois que vos athlètes auront franchi chacune de ces étapes, ils devraient maîtriser la technique de la double poussée. Nous terminons ainsi l'enseignement de la double poussée. Quoique cette technique paraisse très simple, il convient de soigner de nombreux détails pour l'utiliser de façon efficace. Il est important d'y apporter toute l'attention nécessaire, étant donné qu'elle est aussi utile dans l'application des techniques de